Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire des assises des délais de paiement, premier webinaire partenaire, donc un webinaire important puisqu'on va traiter d'un sujet qui intéresse les entreprises, en tout cas la relation client-fournisseur. On va aborder un certain nombre de sujets et notamment tout ce qui est digitalisation, etc., qui peut qu'améliorer la relation client et fournisseur. Et ce webinaire, je le fais avec un partenaire qui nous accompagne qui est un grand intervenant sur le sujet, qui est Esker. Et on va travailler avec Thomas Honegger, qui est directeur de la filiale France Esker. On va pouvoir travailler, échanger ensemble sur ce sujet. Alors, on va aborder 3 sujets et après, je laisserai la parole à Thomas. 3 sujets vont être abordés. On va faire avancer le slide. Voilà. Donc, le premier sujet, on va aborder bien sûr les tendances, puisque Esker a un certain nombre de clients, a un certain nombre de bonnes visions des relations clients-fournisseurs, et on va pouvoir parler avec Thomas des tendances de l'activité. Deuxième point, on va analyser les enjeux de la digitalisation des processus, et là, c'est un point important. Et puis, troisième point, ce qui sera intéressant, c'est donc Thomas nous présentera des retours clients d'utilisation du produit et ça imagera bien l'organisation et la mise en place de ces processus. Alors mon cher Thomas, le premier point, tendance de l'activité des principales industries suite à la pandémie. Bonjour. Je reprends la parole. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de pouvoir participer à ce webinaire et pouvoir échanger avec Jérôme et indirectement avec vous sur ces problématiques. Donc, moi, je suis Thomas Honegger, je suis le directeur de la filiale France d'Esker. Esker est un éditeur de logiciels qui intervient finalement dans la digitalisation des processus financiers de l'entreprise, que ce soit côté fournisseur ou côté client, nous en parlerons. On va commencer effectivement ce webinaire avec quelques tendances sur l'activité des industries. Alors en introduction, je le dis d'ores et déjà, je ne veux pas que nous sombrions au catastrophisme. Aujourd'hui, plein de signaux sont positifs. Donc, je vais juste faire un état rapide de ce qui s'est passé et malheureusement ce qui se passe encore pour certaines entreprises, mais plus à des fins finalement de démontrer qu'il est important de digitaliser un certain nombre de processus. Voilà, ça c'était mon introduction ou mon disclaimer en anglais parce que on entend trop souvent en ce moment des webinaires un peu trop alarmistes à mon goût, donc je voulais quand même l'introduire ainsi. Alors, pour les tendances, oui, on sait que il y a un certain nombre d'activités qui ont été très touchées par le confinement globalement ou par la pandémie plus généralement. Très logiquement, on retrouve dans les secteurs les plus touchés le tourisme. Alors, il est difficile d'avoir des chiffres très précis sur le tourisme. Alors, on est en train de faire ces analyses-là. Je parle du tourisme parce qu'il est logique que celui-ci ait été touché. Ici, les chiffres que vous pouvez voir à travers ce slide sont issus d'une étude du Boston Consulting Group sur l'activité des entreprises et industries du mois de juin. Donc, c'est un comparatif de juin 2020 à juin 2019. Logiquement, on retrouve des secteurs d'activité très touchés par le confinement ou la mobilisation, donc le transport logistique, la défense, enfin plus précisément l'aéronautique, avec ce qu'on a connu sur nos fleurons industriels de l'aéronautique. Évidemment, l'automobile qui a été mis aux arrêts, mais également le BTP et puis en moindre mesure, mais malgré tout, l'énergie. Je ne vais pas m'attarder sur cela, c'est presque des évidences et tout le monde en a déjà entendu parler. Sur le tourisme, heureusement, les Français ont pu un petit peu profiter de notre beau pays cet été et on a un bon espoir que les chiffres remontent, même si on sait que ça reste une industrie extrêmement touchée. Il y a malgré tout des gagnants, ou en tout cas des secteurs qui tirent un petit peu leur épingle du jeu. Alors, ces chiffres sont du coup peut-être même déjà dépassés si on parle des chiffres pharmaceutiques ou plus précisément des équipements de ce qu'on appelle le medical device en anglais, mais tout ce qui est appareils médicaux. Vous imaginez bien que certaines activités
j'ai envie de dire malheureusement, ont pris beaucoup de commandes pendant cette période-là. Télécommunications et plus globalement la digitalisation, oui, on l'a vu, malheureusement on suit tous trop d'outils aujourd'hui ou de présentations en visio et autres, donc bien logiquement. Et puis dans le food, il y a quand même quelques sous-segments qui tirent leur épingle du jeu. On pense au snacking et aux repas préparés qui eux ont connu un boom. Alors pourquoi je parle de cela et comment aussi on peut le mesurer? Esker, c'est 6000 clients, c'est pas forcément toujours très vertical, donc on a différentes industries. Et comme nous traitons dans nos solutions logicielles les flux de commandes et de facturation, bah, on en devient presque une sorte de baromètre et il est pour nous assez aisé de pouvoir récupérer un certain nombre de choses. Alors, plus que cela, quels sont les grands impacts, si je puis dire, qui ont été issus de cette crise? On a tous essayé, chefs d'entreprise et entreprises, à activer des plans de continuité d'activité avec des nouvelles organisations qui ont appliqué quand cela a été possible. Hein, je ne parle pas de toutes les activités, c'est pas toujours possible, mais donc du télétravail et du coup beaucoup plus d'agilité. Alors, le sujet qui nous occupe aujourd'hui dans le cadre des assises des délais de paiement, c'est quand même aussi le cash. Et évidemment, on a dû avoir une gestion très très fine du cash parce que la tension sur le BFR était encore plus prégnante. On a vu malheureusement trop d'augmentation et d'allongement des retards de paiement ou impayés, on en parlera. Et aujourd'hui, si je puis dire, la composante des plans de continuité d'activité d'un cycle order to cash de la chaîne client, bah, c'est parfois une conséquence tout simplement d'une non-maîtrise finalement du circuit fournisseur ou en tout cas du cycle procure-to-pay. Donc cela est mis en exergue malheureusement dans des grandes périodes comme celle-ci. J'avais noté que l'Observatoire de l'Institut, excusez-moi, je lis mes notes, hein, l'Observatoire de l'Institut des entreprises analysait que finalement résilience ou vulnérabilité des organisations en fait sont illustrées par plusieurs choses. Un, la capacité à finalement mobiliser ses collaborateurs autour d'une nouvelle organisation, parfois hybride, parfois complètement renversée. Alors malheureusement, parfois aussi trop mise à l'arrêt par de l'activité partielle. Et le couple avec l'innovation, l'agilité, qui parfois s'est vu imposer de manière, je dirais, extrêmement rapide ou pour pas dire dans l'urgence. Si je donne qu'un exemple relativement basique, la facturation client qui, pour de nombreuses entreprises, a été tout de suite, je dirais, basculée sur un mode digital plutôt que utiliser les flux postaux. On reviendra sur le sujet. Je vais un petit peu vite, le temps nous est compté, et cette partie, certes intéressante, et un simple état des lieux que vous connaissez probablement déjà tous. Un peu plus précisément sur tout ce qui est, je dirais, délai de règlement de paiement. Ici, vous avez des chiffres qui sont issus de notre service cloud. Là, en l'occurrence, ce Zoom, mais finalement qui se répète de différentes zones. Hein. Bon, l'image est la retranscription de 1250 clients aux États-Unis. Donc là, on est sur le diagramme US. J'aurais eu la même chose pour la France ou d'autres pays. Hein. Esker est très international. Ce qu'il faut retenir, c'est globalement, on a un allongement des délais de règlement d'une trentaine de pourcents. Alors, 30%, c'est les US. Malheureusement, sur l'échantillon des clients français, on est un peu plus sur les 35. On sait que la France a été particulièrement touchée et un des pays les plus touchés au monde, bien malheureusement. Et puis, ce qu'il faut noter aussi, bah, malheureusement, c'est les incidents de paiement. Hein. Ce sont les impayés et qui, malheureusement aussi, donneront lieu à des choses un peu plus dramatiques. On va le voir juste après. Mais ils ont été multipliés par 3, en tout cas, là, pour le coup, en France, pendant cette période-là. Jérôme, tu n'hésites pas à m'entrecouper si… Oui, moi j'avais une observation sur l'exposé qui a été fait. Moi, ce que je retiens à travers votre analyse, c'est effectivement difficulté d'adapter très rapidement
des organisations en face d'un blocage pendant 3 mois d'activité. Hein, et donc une volonté très forte, et on l'a vu parce que beaucoup de retards de paiement étaient liés à des ruptures de chaîne, la validation de la facture, etc. On va pouvoir. Et l'autre point qui est important, c'est oui, il y a eu, on l'a vu nous aussi dans nos études, la FDCC, une augmentation des impayés à un certain moment, et c'est redescendu après lorsque les PGE ont été mis en place, etc., etc. Tout à fait. Donc, il y a une disons, rapidement pour résumer, une période difficile, 3-4 mois, et là on est vraiment on redémarre, et il suffit de regarder les études sur le moral des chefs d'entreprise. On est reparti, on se remet au travail, et c'est très bien, comme vous l'avez souligné, il faut garder un certain optimisme. Je pense qu'il faut garder un certain optimisme. Alors, Jérôme, vous faisiez la réflexion en préparant le meeting. Effectivement, on peut être optimiste. Aujourd'hui, la contrainte principale, elle est là. Je suis dans un bureau individuel fermé, rassurez-vous, au travail. Mais on peut être optimiste. Effectivement, il y a eu 2 phases pendant cette période-là. Et aujourd'hui, les processus de gestion, pour ceux qui n'étaient pas digitalisés déjà, ont redémarré, et du coup, on revoit un rattrapage effectivement des règlements fournisseurs qui étaient attendus. Après, très clairement, les conséquences, elles sont sur ce slide. Hein. C'est l'augmentation du DSO, c'est des difficultés de trésorerie pour un certain nombre d'entreprises. Parfois, pour pas dire très souvent, un frein à l'investissement qui est presque lié soit à des contraintes réellement de financement, soit à, je dirais, une prudence d'un certain nombre de chefs d'entreprise dans des périodes très incertaines à l'épargne. Donc, on a un frein à l'investissement qui est véhiculé finalement par 2 choses très opposées, mais qui est réel. Et puis, quand il n'y a pas de transparence et quand il n'y a pas de relations fortes et dans des situations assez inédites que celle-ci, j'ai envie d'appeler le manque de confiance, c'est aujourd'hui la psychose du credit manager. Hein, si je fais référence à notre population à la FDCC, moi je l'ai vu chez Esker, ma credit manager devenait complètement était en pleine psychose, c'est-à-dire il fallait vraiment tout interroger tout le temps, et c'est bien normal parce que quelque part c'est la gestion du risque qui est mise en avant, et malheureusement, même si je reste un fervent optimiste, malheureusement certaines organisations ne survivront pas. On le sait, il y a malheureusement des analyses qui ont montré qu'on allait avoir plus de 20% de défaillances d'entreprises sur cette période 2020. C'est assez dramatique malgré tout. Revenons à l'optimisme et ce qu'on doit faire. Exactement. Les enjeux de la digitalisation des processus financiers, ils sont multiples. Il y en a un, pour être très pragmatique, je parlais tout à l'heure du circuit postal. Nous, on l'a vu, Esker propose des solutions multicanales, donc évidemment dans la dématérialisation des factures, mais a également une activité éditique, puisque en France, encore à date, il y a un grand volume de documents et de factures qui sont échangés par courrier. Ça a posé une vraie rupture de chaîne. Ça a posé une vraie rupture de chaîne parce que tant les services peuvent être externalisés, nous on a vu les volumes pour le coup fortement baisser. Alors parfois au profit de l'électronique, donc ça c'est le côté positif de la chose, et parfois non. Et le problème, c'est que pendant cette période un peu de confinement, le circuit postal a été perturbé également, hein, avec des délais allongés, des remises en poste très variées et autres. Et puis il faut se mettre de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est bien beau d'envoyer une facture par courrier, mais s'il n'y a personne pour l'ouvrir et puis pour la mettre dans un processus digital ou non, vous risquez pas d'être payé. Donc, c'est un enjeu très pragmatique, mais qui est somme toute important. Les erreurs de traitement sont également extrêmement cruciaux, et la digitalisation de ces processus tend à fiabiliser, je dis pas qu'on est sur le zéro erreur, mais tend à fiabiliser ces données-là, tout un tas on le verra un peu plus tard, tout un tas de fonctionnalités permettent de pas se tromper d'adresse, évidemment pas se tromper dans les quantités, de repérer des anomalies, que ça soit au niveau de la commande ou autre. Donc il est évidemment, ça permet de fiabiliser évidemment le traitement. L'automatisation des tâches chronophage, il est sûr que nous préférons tous que nos collaborateurs travaillent avec leur bonne tête plutôt que de saisir au kilomètre des données, hein, par exemple.
et évidemment gagner en productivité sur, je dirais, le travail qui est à plus forte valeur ajoutée. Donc ça va avec le deuxième point sur la productivité et la motivation des équipes. La visibilité, pour moi, c'est un point sur lequel je vais m'arrêter un petit peu, ou en tout cas que je vais répéter dans le fil de cette présentation. C'est assez essentiel, tant en interne qu'avec ses partenaires, clients ou fournisseurs. Je m'explique. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer le recouvrement seul, on ne peut pas considérer la prise de commande seule, si je parle du circuit client, tout bonnement parce qu'il faut avoir une vision, sans faire du marketing, 360 sur ce poste-là. Pourquoi? Parce que finalement, c'est comme un puzzle avec plusieurs pièces, et s'il en manque une, on ne fera jamais le puzzle. Si je parle plus précisément, comment reprendre une commande d'un client si on est déjà en impayé, si son risque est tellement important que quelque part on se met nous-mêmes en risque. Pourquoi on n'a pas de visibilité sur ses pondérations et sur son rythme de commande. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est extrêmement crucial d'avoir une vue complète sur un cycle, client ou fournisseur, pour pouvoir traiter telle ou telle opération. On va en reparler. L'accélération du cycle de conversion de cash, c'est tellement crucial pour le financement et la gestion du BFR des entreprises que je ne vais pas revenir dessus plus, mais évidemment, c'est une conséquence extrêmement cruciale. Et puis, n'oublions pas que entre un client et un fournisseur, je dirais, plus on donne également une visibilité, plus on facilite les échanges, plus on fiabilise notre relation, je dirais, administrative, parce que c'est bien de ça dont on parle ici, plus on a probablement de chances de perpétuer les affaires et une bonne relation client-fournisseur. Et puis, un enjeu dont je parlerai également, c'est le respect des réglementations en vigueur, qui, on peut le regretter, ne sont pas uniques dans le monde, puisqu'il n'y a pas une règle unique, mais en tout cas, il y a des normes à respecter de pays à pays, et on ne peut pas s'en dispenser, voilà, évidemment. Oui, j'ajouterais que le législateur, donc, maintenant, a posé des dates précises sur la dématérialisation des factures, etc. On est encore sur des questions de plateforme, mais maintenant, la décision est prise et donc ça va venir très vite, je crois. Je vais d'abord dans le slide. Et l'autre point, pour terminer, c'est effectivement dans la réglementation, on voit arriver maintenant des signatures électroniques reconnues, des prestataires qui sont sur le marché, etc. Donc, on est là aussi en matière de contrat, de bons de livraison, de bons de commande avec une dématérialisation. Donc, ça va bien dans ce sens, tous les processus. Et enfin, pour terminer, le télétravail ou le travail à distance a besoin de toute cette digitalisation pour pouvoir continuer à être efficient. Complètement d'accord. Ici, vous avez ce qu'on appelle dans le jargon des éditeurs de logiciels une solution map. Donc, c'est effectivement la solution map d'Esker. Donc, ce sont les différentes suites et modules que nous proposons. Ce qui est intéressant de voir, c'est finalement qu'on peut digitaliser tout ou partie d'un processus, quand bien même je suis un fervent supporter de la transversalité du processus, comme je l'ai dit. Évidemment, il y aurait peu de sens à, je ne sais pas, à digitaliser un processus sur la gestion des encaissements ou le lettrage des factures sans même avoir disposé de digitalisation du processus facture. Ça va souvent de pair. Pour autant, il y a des approches agiles sur la digitalisation de ces processus qui se fait, je dirais, étape par étape. Et donc, on peut adresser tout ou partie de ces flux-là. Vous retrouvez sur la partie droite le cycle client, je dirais, qui débute du credit management, de la notion de scoring de clients, d'appréhension, et qui va évidemment jusqu'à de la prise de commande, à sa facturation, à son recouvrement, et je dirais, on peut tourner en boucle sur ce cycle-là. Vous avez le pendant sur la partie procure to pay, sur la partie fournisseur, dont on va maintenant juste aborder rapidement l'enjeu, parce que, encore une fois, on peut imaginer ne pas recouvrer ces factures, mais c'est souvent aussi parce qu'il y a un processus en face fournisseur qui n'est pas toujours adapté. Je dis souvent quelle est la différence entre une facture client et une facture fournisseur, c'est juste le côté dont on se place. Après, il y a des traitements qui sont différents, mais on est bien sur cet enjeu-là.
Dans la dématérialisation du flux fournisseur ou des factures fournisseurs, il y a évidemment plusieurs étapes et on peut en fait intervenir sur cette digitalisation à plusieurs niveaux. Alors évidemment, dès le référencement du fournisseur, via des portails. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de réglementations qui nous imposent une certaine transparence également pour un certain nombre de référentiels, mais également d'obligations. On pense à, par exemple, la loi Sympa 2. On peut penser également au contrôle des informations bancaires. On peut penser tout simplement à un scoring de fournisseurs. Hein. On score ses clients, mais on score également ses fournisseurs. Donc, évidemment, il y a des solutions qui permettent, avec des portails, avec parfois des partenaires de scoring. Nous-mêmes, Esker, on est interfacé ou intégré avec différents spécialistes en la matière, mais on peut évidemment adresser l'ensemble du flux. Après, pour fiabiliser un processus fournisseur, très souvent, et on ne le sait que trop, puisqu'aujourd'hui, c'est la grande mode, hein, no PO, no pay, il faut avoir un processus de commande qui soit relativement fiabilisé aussi. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas toujours possible, je ne vais pas mettre en base toutes les références de papier et de crayon que je vais utiliser. Il est vrai que je dirais, services généraux peuvent parfois passer à travers, mais aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent quand même de digitaliser ces processus. Alors là, je parle des achats indirects. Évidemment, les achats directs le sont déjà. Hein, tout ce qui est, c'est généralement d'ailleurs déjà géré dans vos ERP, mais ça n'empêche d'avoir des solutions de dématérialisation qui vont récolter ces données ou les intégrer pour ensuite les contrôler dans le processus. Je reviens sur cette notion de transversalité extrêmement cruciale pour moi dans ces processus. Donc, on va passer des commandes. Il y a, si on revient sur un thème, ou en tout cas une fonction que Jérôme a mentionné, c'est tous les circuits de validation dans l'entreprise qui doivent être digitalisés. Et on va le voir ici au niveau de la commande, c'est-à-dire que évidemment, moi j'ai pas le droit de tout commander pour Esker aujourd'hui, hein, il y a certaines règles et puis il y a certains référentiels que je dois utiliser par exemple, et puis à un moment donné, j'ai mon président qui doit potentiellement valider telle ou telle dépense. Alors sans rentrer dans ce niveau hiérarchique, en fait un circuit de validation non digitalisé perturbe finalement tout le processus de gestion. Et on va le retrouver à tout niveau, parce que s'il est vrai sur la commande pour la plupart du temps, il l'est également pour la facture fournisseur. Et vous savez bien qu'il y a des donneurs d'ordre qui doivent valider. Alors, on parle de three-way, de four-way, matching, donc les réconciliations de factures avec des données de commande, évidemment en ligne à ligne, mais également avec ce qui a été potentiellement réceptionné. On peut aller jusqu'à la qualité, jusqu'à vérifier également que la documentation, si on est dans des échanges internationaux, est respectée. Donc, il y a tout un certain nombre de contrôles qui peuvent être faits automatiquement, parce que c'est un des objectifs, et puis il y a ceux qui vont être faits, je dirais, par l'homme, ou en tout cas validés par l'homme, parce qu'il y a un circuit de validation, soit de donneur d'ordre, soit avec des circuits de validation, parce que dans la vraie vie, il y a toujours des écarts de qualité, de quantité, de prix et autres, donc qui doivent nécessiter de digitaliser le processus, parce qu'on l'a vu effectivement pendant cette période un petit peu inédite, si c'est un processus qui repose sur de l'échange de papier ou de l'échange oral, on perd très très vite en productivité et voire en efficacité. Alors évidemment, on peut également parler dans l'accélération de ces processus, évidemment du paiement, puisque les solutions aujourd'hui du marché, telles que celle d'Esker, proposent évidemment tout partie des solutions de paiement, qu'elles soient, je dirais, relativement simples ou très avancées. On peut même aller jusqu'à imaginer des places de marché de créances, ce qu'on a initié notamment sur la zone Asie. Si on se recentre sur le poste client, qui est cher à nos membres FDCC notamment, la première des choses, digitaliser le risque client, je l'ai rapidement dit, être en mesure évidemment d'appréhender ce risque par beaucoup de solutions, par beaucoup de fonctionnalités d'une solution digitale. Évidemment, l'homme a aussi son analyse à avoir. On se rappelle tous lors des différentes journées crédit des présentations sur ne vous fiez pas qu'aux outils, mais aussi à votre bon sens. Allez faire un coup de Google Maps pour bien vérifier que l'entreprise existe, mais sans rentrer dans toute cette information informelle. Il y a déjà l'information formelle qui est permise.
parce que très clairement, ce risque client, on peut l'appréhender de beaucoup de manières. Et aujourd'hui, les solutions logicielles avec des technologies, par exemple comme l'intelligence artificielle, peuvent prédire, alors avec une efficacité certaine, des comportements de paiement en fonction d'industrie, en fonction d'une entreprise donnée, en fonction de la relation qui est celle que vous avez entre client et fournisseur. Donc, il y a des outils qui permettent finalement d'aider à appréhender ce risque client. L'order management, la gestion de la commande fiabilisée, évidemment, elle est essentielle. Parfois, des erreurs peuvent avoir des répercussions de coûts extrêmement importantes, et puis plus que de coûts, aussi peuvent nuire très clairement à la relation client. Imaginez que vous ne livriez jamais les bonnes références et jamais au bon endroit, ou que pour X raisons, vous n'ayez pas détecté une anomalie de commande parce que la personne qui vous a passé une commande, elle a mis un 0 de trop. Ça peut être dramatique dans les flux de gestion et dans l'échange que vous pouvez avoir avec l'entreprise. Donc, la fiabilité de ce processus est pour moi crucial. Donc, il y a tout un tas je dirais, de fonctionnalités qui sont permises grâce notamment à des solutions comme celle d'Esker et qui permettent de fiabiliser, je dirais, quasiment à 100% son processus. La facturation, alors il y a plus d'un enjeu dans la digitalisation de ce processus. Si je devais le résumer, c'est les 3 B: bon format, bon média et bon respect des règles en vigueur. Alors, parce qu'en face, il y a quelqu'un il y a un client qui attend dans sa comptabilité fournisseur un document, une créance dans un état qui est celui qu'il attend, parce qu'il a lui-même son processus de gestion fournisseur qui est parfois un peu unique, parfois pas très digital. Et du coup, si vous facilitez pas cette intégration pour lui, vous avez tous les risques qu'il vous paye moins facilement et que la relation se dégrade. Donc, on va en reparler un tout petit peu plus tard. On s'attend de plus en plus à l'électronique. On l'a vu avec l'exemple, par exemple, de la distribution postale et ou des réglementations. Mais c'est un sujet qui est relativement crucial et qu'il faut effectivement digitaliser. Et je le dis d'autant plus qu'effectivement, nous allons prendre date pour 2023, en tout cas pour les échanges français, pour dématérialiser et digitaliser de manière obligatoire nos factures. Recouvrer intelligemment, j'ai envie de dire que c'est logique. Pour collecter le cash, il faut des bonnes stratégies de relance, il faut analyser les comportements de paiement, il faut avoir une très bonne appréhension du risque qu'on a avec son client. Esker, lui, positionne son module de recouvrement comme un CRM, comme une relation de la gestion client, parce qu'à un moment donné, vous le savez, il y a des clients qui doivent être traités différemment. On va enregistrer des promesses de paiement, on va donner la visibilité aux clients de nos clients de pouvoir justement voir l'état de leurs créances, l'état de leur balance âgée, pour autant de payer en ligne, c'est la brique qui suit, on peut payer en ligne pour faciliter ce paiement. Donc ça, c'est sur cette partie recouvrement paiement, donc aider à payer évidemment. Avant de relancer, il faut être sûr de relancer les bonnes créances, donc digitaliser son processus de lettrage ou plus globalement la gestion des encaissements, et il est crucial. Aujourd'hui, on sait bien que dans la multiplicité des transactions qui s'opèrent, il est parfois pas toujours aisé de pouvoir remettre l'euro ou le dollar sur la bonne facture, parce que on a des relations avec nos clients ou nos fournisseurs qui sont multiples. Du coup, il est extrêmement crucial de pouvoir digitaliser ce processus pour faciliter le lettrage. Il y a aujourd'hui des scénarios, l'intelligence artificielle facilite ce lettrage très clairement et ces réconciliations. Donc, pour moi, c'est aussi de la productivité et c'est aussi de la relation client, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être relancé sur quelque chose qu'on aurait déjà réglé. Et puis, plus loin encore, on peut aller jusqu'à… Alors, la réclamation, elle peut être propre à l'ensemble du cycle, j'ai envie de dire, mais vous pouvez également aller récupérer un certain nombre avec une vision assez transversale et digitale du processus et du coup plus efficace. Vous pouvez aller chercher de l'escompte, vous pouvez vous assurer de la réconciliation de factures de coopération, par exemple. On a ça beaucoup dans la grande distribution, par exemple. Vous pouvez du coup à tout moment avoir cette vision complète sur le cycle. Voilà ce que je voulais dire sur ces 2 postes. Alors la technologie, oui, évidemment, il y a de la technologie.
moi, je dis souvent, et vous m'avez probablement déjà entendu le dire, la technologie pour la technologie, pas de sens. Moi, je dis que la valeur d'un logiciel, elle est dans l'usage. Oui, Esker, comme d'autres, utilise beaucoup de choses. Donc, la technologie machine learning ou deep learning, puisque on fait de l'analyse prédictive avec de l'intelligence artificielle, elle est propre parce que nous avons de la donnée labellisée, évidemment, de beaucoup d'entreprises. Alors, anonymisée, hein, rassurez-vous, on n'utilise pas à mauvais escient. J'ai surtout envie de dire, pour moi, le bon mix de technologies, c'est oui, l'intelligence artificielle pour tout ce qu'elle peut permettre de faire, notamment de réduire des tâches, de prédire des choses, de reconnaître des données, etc. Le RPA, oui, pour automatiser un certain nombre de choses aussi. La donnée, des technologies portail, évidemment plus simples, plus bas étage. Et c'est surtout la combinaison avec l'humain qui permet une efficacité sur l'ensemble de ces processus. Donc oui, il est crucial de digitaliser un processus et de donner à l'homme les moyens de pouvoir décider, de pouvoir agir ou de pouvoir valider ou non des données. Donc pour moi, je ne m'attarde pas trop sur la technologie. Encore une fois, c'est son usage qui est important en premier lieu. Le petit flash réglementaire que je vous devais ou que je vous avais promis. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui ont notamment comme client l'administration publique, que la France cherche évidemment et logiquement à digitaliser son processus de facture. Donc, on a eu une première étape avec la mise en place d'une plateforme qui s'appelle Chorus Pro, qui permet du coup de digitaliser l'ensemble des processus à destination des administrations publiques. On va passer, je dirais, le niveau du dessus avec le projet de loi de finances, enfin, la loi de finances 2020 votée, où effectivement, à partir de 2023, selon un calendrier que nous ne connaissons pas encore, donc entre 2023 et 2025, mais l'obligation rentrera bien en vigueur le 1er janvier 2023, les entreprises en environnement B2B, donc les transactions entreprise-entreprise, devront passer par une plateforme et en tout cas devront être dématérialisées. Aujourd'hui, à date, vous imaginez qu'un acteur comme Esker, mais bien d'autres, sont évidemment très attentifs à ce qui se passe. Aujourd'hui, tu l'as dit Jérôme, nous n'avons pas encore les spécifications, le choix de la plateforme ou même finalement la précision du mode réel de dématérialisation, puisqu'il en existe plusieurs dans le mode dit clearance. Il y a le post-audit, le pré-audit, il y a des modèles à l'italienne, il y a des modèles à la portugaise. Aujourd'hui, on parle même de modèle à la mexicaine. Donc, en ce moment, sont plusieurs organisations, associations, donneurs d'ordre travaillent près du gouvernement pour définir ces spécifications. Donc, on parle de l'AIFE, on parle de la FNFE, enfin, tout un tas d'acronymes qui travaillent autour de la facturation électronique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va falloir se préparer à digitaliser ce processus de facture de toute façon. Donc, clients et fournisseurs, à horizon 3 ans. Voilà. Oui, ça va bien. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite, à l'instar de ce qui avait été fait sur ce qu'on appelle les échanges B2G, Business to Government. Clairement, ça va aller très vite. Donc, il faudra s'y préparer. Et là, du coup, je suis obligé de dire, c'est plus une option. Hein. C'est plus une volonté ou non d'y aller, c'est obligatoire. Et je le disais tout à l'heure, respecter la réglementation, ça serait encore plus facile s'il y en avait qu'une, mais il y en a beaucoup. Et puis parfois, elle est différente selon, je dirais, la typologie des clients. Alors, on n'a pas parlé du B2C, hein, mais qui lui aussi va connaître sa petite révolution. Elle est un petit peu différente. L'obligation de facture est déjà différente en B2C, mais on l'entend déjà avec la dématérialisation et la non-remise de même ticket de caisse en B2C. Mais si on revient sur les échanges de l'entreprise, oui, on va avoir des réglementations différentes selon les pays, parfois selon les couples émetteurs-destinataires. Ici, vous voyez alors très rapidement une carte. Nous, Esker, aujourd'hui, on est certifié et on travaille en toute conformité sur un peu plus de 60 pays. Vous allez me dire, c'est finalement peu. La réalité, c'est que beaucoup des autres centaines de pays qui ne seraient pas sur cette carte, c'est qu'ils ne le permettent pas. Donc, c'est le temps qu'ils s'y mettent, nous les suivrons. Mais effectivement, il faut bien entendu s'assurer de cette conformité légale, qu'elle soit domestique ou internationale, si je puis dire.
Je ne sais pas si je suis bon dans le timing. Je pense que maintenant, on peut passer au retour d'expérience. Voilà, ce qui est important, je pense, Oui. c'est à travers ça, c'est deux choses. Bon, vous avez un outil qui semble très complet, hein, puisque vous allez de la digitalisation des flux jusque même à la gestion soit du client, soit du fournisseur. Donc, tout est parfaitement, bien sûr, interfacé avec les ERP s'il y en a, ou les logiciels comptables. Vous avez des expériences dans ce domaine, je pense. Merci de le souligner. C'est très crucial. Les solutions de digitalisation de ces processus, de dématérialisation, comme celle d'Esker ou d'autres, n'ont pas vocation à remplacer l'ERP ou le système de gestion comptable qui est en place dans vos organisations. Il est souvent très complémentaire. Esker, ce n'est pas un outil comptable. Par contre, c'est un outil qui va faciliter vos intégrations comptables. Une facture fournisseur, évidemment, on va la rentrer directement en comptabilité selon vos propres règles. Donc, c'est très complémentaire et ça ne peut pas remplacer un ERP. Et puis, dans la vraie vie aussi, vous avez différents systèmes. Vous pouvez avoir un ERP, vous pouvez avoir un ERP parce que vous avez racheté telle ou telle organisation ou parce que historiquement c'est comme ça. Vous avez souvent l'application spécifique développée sous AS400 qui gère les achats ou les réceptions et qui n'est pas sous votre SAP ou votre Microsoft ou Oracle ou même des ERP de taille plus modeste. Donc, il faut avoir cette capacité finalement à être aussi transversale dans un système d'information existant. Donc ça aussi, c'est crucial d'ailleurs dans la nature et la réussite de ces projets. Et Esker se targue légitimement d'avoir cette capacité justement de faire ce qu'on appelle du multi-application, d'aller interroger les commandes à droite, d'aller chercher les réceptions à gauche et pour intégrer en comptabilité au milieu. Alors, les retours clients, c'est assez intéressant de voir un petit peu quelles ont été quelques problématiques concrètes et la réalisation de ces problématiques. OK, alors, j'essaie de… Hop, je reprends la main sur le slide. Donc, j'ai choisi de mettre en lumière deux entreprises. Une française que vous connaissez probablement, qui est un groupe familial, Manutan, qui est finalement un distributeur un peu multicanal de beaucoup de choses et d'équipements pour les entreprises et les collectivités. Alors là, c'est plutôt sur le circuit fournisseur et puis l'autre sera un petit peu plutôt sur le circuit client. Alors, vous avez quelques chiffres. Oui, l'ERP principal, Microsoft Dynamics, 400 000 factures fournisseurs par an. Beaucoup de références, beaucoup de problématiques liées finalement à l'augmentation des volumes et puis pas toujours l'augmentation des ressources. On en viendra. Et ce projet que nous avons mené, il est venu s'inscrire dans un plan digital global de l'entreprise Manutan qui a cherché à digitaliser l'ensemble de ses processus. Donc, ils ont fait le choix de digitaliser une partie du processus fournisseur avec Esker. Quels étaient les enjeux? Bon, un projet qui a eu lieu, qui avait lieu en 2020, il a été livré en 2020. Une harmonisation des processus parce que Manutan, oui, on connaît son nom, mais il y a aussi beaucoup d'entités, de petites filiales, de petites entités. Il a fallu à un moment donné consolider des best practices. Une forte volonté de mettre en lumière, je dirais, les métiers de la finance, c'est vrai. L'amélioration de la relation fournisseur, notamment par le respect des paiements, et puis une meilleure gestion des achats indirects, ou en tout cas de la facturation des achats indirects, où on peut valider sans vraiment savoir, et du coup, c'est plus le cas aujourd'hui. Si je rentre dans les bénéfices que Manutan a pu constater du coup après quelques mois d'utilisation, absorption du backlog, ça veut dire quoi? Et j'avais un autre client hier qui me disait c'est la première fois, il est en production depuis 2 mois, c'est la première fois que je finis moi avec un volume de factures fournisseurs aussi faible à valider. C'est bien ça dont on parle, c'est finalement comment on peut faire plus avec les mêmes ressources, parce que c'est souvent ce qui sont demandés aux organisations. Et ben, c'est en automatisant, en digitalisant un certain nombre de processus. Pour peu que vous ayez des activités saisonnières, ben, ça vous permet aussi d'absorber des pics de facturation, des pics de commandes, si on parle d'autres sujets. Là, en l'occurrence, sur Manutan, c'était plutôt les factures, par l'automatisation d'un certain nombre de processus. Ce qu'on a noté aussi, c'est meilleure visibilité avec, je dirais, un contrôle global des
commande, réception, ce qui a permis d'accélérer finalement la validation des paiements fournisseurs et qui, in fine, donne de meilleurs respects des délais de paiement fournisseurs. Et ils ont même aujourd'hui, alors ils n'ont pas encore voulu communiquer de chiffres, mais engagé des négociations pour des obtentions d'escomptes. Donc là, on a des enjeux et des résultats qui sont fournisseurs. Si vous vous rappelez un petit peu de la suite avec les différents modules qu'on peut activer ou non hein, dans la solution Esquerre, maintenant on va travailler sur les autres petits modules de ce circuit fournisseur. Là, on s'est d'abord centré sur la partie facture et il y a des gains à obtenir à l'ensemble de ces différents modules ou opérations. Je vais vous parler maintenant de l'INPEPCO. Alors, dans PEPCO, on entend déjà Pepsi, PepsiCo, et c'est bien de ça dont il s'agit. Alors, c'est une société, pour le coup, c'est un distributeur de PepsiCo aux États-Unis, très local. On ne le connaît pas, à ma connaissance, en France. C'est du coup une entreprise de taille un peu plus modeste. Je ne parle pas de PepsiCo, hein, on est bien sur son distributeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont concentrés essentiellement sur le recouvrement. Parce que ils souffrent d'un traitement qui est que basé sur l'Excel et le papier. Ces gens-là, avant d'avoir mis en place notre solution, ils avaient des fichiers Excel, des pseudo-promesses de relance, de paiement enregistrés dans leur Excel par rapport à des états de compte qu'ils imprimaient. Donc là, on est sur, je dirais, potentiellement une gestion qu'on pourrait qualifier d'archaïque, mais la réalité, c'est que beaucoup d'entreprises sont encore très souvent, trop souvent attachées à leur seule application Excel, parce qu'on sait que c'est finalement le meilleur ERP du monde, Excel, mais pour autant, à un moment donné, ça pose de vraies limites, j'ai envie de dire, et c'était le cas pour l'INPEPCO, qui avait un processus très long. Donc, là, quand on a mis en place ce CRM de recouvrement, hein, le CRM de recouvrement d'Esquerre, vous avez une jolie image sur la gauche, alors évidemment, on ne voit rien. L'idée, c'était justement, encore une fois, la visibilité. Donc, centraliser toutes les données de facturation, de scoring, les stratégies de relance qui peuvent être automatiques ou manuelles, avoir une vision très globale sur son client avec une balance AG finalement qui évolue, parce que évidemment, plus qu'avoir simplement la balance, ce qui est intéressant, c'est d'avoir son évolution, la balance AG. On dispose de tableaux de bord qui permettent d'avoir finalement une relance beaucoup plus fine et beaucoup plus précise, avec parfois des litiges, et puis pour le chargé de recouvrement, un nouvel outil de day-to-day, comme on dit, qui permet justement d'avoir un travail beaucoup plus efficace. Les résultats obtenus, alors je ne l'ai pas dit, l'INPEPCO, c'est quand même, dans ces petites parties des États-Unis, c'est 3800 clients. 3800 clients qui, après quelques mois d'utilisation, avaient adopté le portail de l'INPEPCO, un portail fourni donc par Esquerre, et qui permettait notamment de payer directement les créances depuis ce portail. Réduction du DSO, élimination complète des flux au-delà de 90 jours, enfin des paiements au-delà de 90 jours, et un métier qui semble plus aisé que de travailler avec du papier, des états de compte et un fichier Excel. Donc voilà, une autre success story. Si vous souhaitez avoir plus de précision sur ces références, vous avez des cas complets qui sont disponibles sur notre site web. N'hésitez pas, et puis bien d'autres, évidemment. Merci beaucoup, Thomas. J'en ai fini, je rester dans le timing. Ah oui, c'est très bien. bien. Passer maintenant à des séances de questions, si vous en avez. Voilà, s'il y a des questions, Alexandre, on peut peut-être ouvrir les micros pour voir s'il y avait quelques questions. Si vous en avez, vous pouvez également utiliser le chat, si vous préférez, qui est sur la droite. Alors, Alexandre, c'est fait? On a perdu Alexandre. Ouais. Alors, n'hésitez pas, le cas échéant, à poser les quelques questions sur l'outil de chat sur la droite, le temps que Alexandre ouvre les micros. Ce sera peut-être plus aisé. Alors, je vais en répondre à une qui est parfois posée, ou en tout cas toujours intéressante. C'est souvent la première, on me dit, mais combien ça coûte? Ouais. Et sans faire de réponse de Normand,
comme je vous l'ai expliqué, on est sur une suite logicielle globale avec plusieurs modules. Donc, il m'aurait été difficile de répondre à cette question. Ce que je peux dire, c'est que le modèle, alors celui d'Esker, mais celui de nos confrères est souvent le même. Hein. On est souvent sur des abonnements et des prix aux transactions, aux documents traités. Et généralement, on est, je dis généralement parce que c'est très dépendant du volume de documents ou de transactions à traiter, on est sur un complément d'une solution, donc aux solutions de gestion. On va dire qu'entre 50 centimes et 2 euros les transactions, vous avez une norme à peu près informative de ce que ça peut représenter dans une organisation. Les projets en termes de durée, de dimensionnement, si on parle d'un projet de facture fournisseur où il y a quand même des processus à vérifier, des intégrations à valider avec les applications de gestion, on est souvent sur des temps elapses de 3-4 mois. Hein. Évidemment, je ne vais pas vous dire qu'on fait ça pour, c'est pas 3-4 mois pour une implémentation mondiale avec 10 CSP dans le monde. Mais les ordres d'idées sont ceux-ci. La facturation ou la mise en place de modules sur le poste client peut être beaucoup plus rapide. Parfois, sur des projets de dématérialisation de facture fournisseur, de clients, pardon, ça a été mené dans une quinzaine de jours, c'est-à-dire dans un temps elapse de moins d'un mois. Après, c'est des projets qui sont évidemment travaillés avec les DSI de vos organisations, mais qui impliquent les directions métiers, qui impliquent les utilisateurs. Donc, et ça, c'est un vrai facteur clé de succès. Un mot complémentaire, on a une question là, je vous laisserai Thomas y répondre, mais ce qui est important, c'est donc l'outil travaille en mode ASP, on est d'accord, et il intègre aussi toutes les sécurités, puisque maintenant on voit beaucoup d'attaques, notamment depuis qu'il y a le télétravail, donc beaucoup de hackers attaquent tous les systèmes, et là, vos outils sont parfaitement sécurisés. Alors, évidemment, loin sans faute. Après, la faille zéro, j'ai envie de dire, si je le dis pas, elle n'existerait pas. Hein, je peux pas la promettre. La réalité, bon, nous, Esker, on est dans des processus de certification de beaucoup de nature. Les processus ISO, mais on va au-delà avec aussi des processus liés aux données de santé parfois. Donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. La localisation des données est un vrai sujet également. Donc nous, Esker, de par le monde, on dispose de 7 ou 8 data centers pour localiser les données. Évidemment, il y a des backups parce qu'on se doit de sécuriser ça. Mais c'est vrai que c'est un axe dont on n'a pas parlé, qui est peut-être un petit peu technique, mais la digitalisation de ces processus via des solutions cloud et souvent parfois un gage je dirais de sécurité pour l'entreprise parce qu'elle confie certes à quelqu'un d'autre la sécurité de ce type de processus, mais il serait extrêmement trop coûteux pour elle potentiellement de le faire par elle-même seule. Donc oui, Esker, c'est une solution en mode SaaS, Software as a Service, ou cloud, et qui est surtout qui propose surtout des hauts niveaux de sécurité en la matière et hauts niveaux de confidentialité. Bien entendu. Alors, on a une question de Dounia Ajami. Je vous y la. Ouais, la durée applicative pour une grosse PME avec des clients en Europe plus Afrique. Alors, évidemment, il est difficile de le dire sans plus de précision. On a mené des projets très globaux. Là, vous me parlez de l'Europe, de l'Afrique, du Canada. J'ai envie de dire, ça va dépendre surtout de votre organisation interne. Est-ce qu'on est sur un centre de services partagé, par exemple, qui serait un peu unique sur ces 3 zones? Est-ce que à l'intérieur même, vous avez des organisations de recouvrement locales? Je vais vous donner un exemple. Trek. Les vélos, parce que c'est d'actualité. Alors, c'est pas tout à fait vrai, ils font plus des VTT que des vélos de course de mémoire. Mais pour faire simple, je crois qu'on est sur une implémentation à plus de 40 pays. Elle a été faite dans l'année. Si on devait avoir des quick wins, ce type de projet commence en mise en œuvre. On est sur des 5-10 jours pour une entité.
ce qui n'est pas exponentiel en fonction du nombre d'entités. Donc, j'ai envie de dire, ça va dépendre de jusqu'où on va. Est-ce qu'on va vraiment jusqu'au lettrage? Est-ce qu'on s'arrête simplement au CRM de recouvrement? Donc, là-dessus, bah, on peut étudier ça avec vous plus précisément. J'ai zéro problème. Vous pourrez trouver mes coordonnées et ceux de mes équipes. Il n'y a pas de souci. Quel est le coût de mise en œuvre de ce système pour une petite PME? Cela prend-il du temps? Alors, je pense que j'y ai un tout petit peu répondu en préambule. Je dirais que souvent, ce qu'on fait, c'est quand même une étude avec vous de retour sur investissement. Alors, petite PME, moi, je suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire exactement. Très souvent, le juge de paie, finalement, c'est un peu le volume de transaction. Je vais vous donner des choses bêtes, mais on a fait un projet pour une entreprise sur le processus de l'order management qui fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est une petite PME? Je ne sais pas. Mais qui était dans une activité de négoce, donc il y avait un haut niveau de transaction. Et du coup, bah, très vite, il y a eu des retours sur investissement extrêmement rapides. Et on a fait le même projet, entre guillemets, pour le mastodonte du secteur, Vaillant, Saunier Duval. Donc, vous voyez les tailles d'entreprise très différentes, qui a également, lui, gagné en retour sur investissement. Et bah, le coût n'a pas été le même parce que le volume de transaction n'a pas été le même. La durée des projets n'a pas été non plus les mêmes parce que bah, il y a tout il y avait beaucoup plus de personnes, d'entités, d'organisations à interroger. Donc malheureusement, Antonella, je suis obligé de vous faire une réponse de Normand, mais encore une fois, je veux bien étudier ça avec vous plus précisément. Très bien. Alors, est-ce qu'on a quelques questions encore? On va arriver à la fin de notre webinaire. Bien, on va arriver à la fin du webinaire. On n'a pas d'autres questions, visiblement. Très bien. Thomas a quand même un mot de fin, c'est-à-dire, à travers ces questions, c'était assez intéressant parce que, en fait, votre outil s'adresse aux grandes entreprises, aux PME, aux TPE, etc. Enfin, même si les TPE sont peut-être pas encore aujourd'hui en première ligne, elles vont le devenir. On ne pense pas en 2023, mais en 2025. Donc, très probablement, il faudra les adapter. Il faut effectivement avoir cela en tête. Sur une TPE, c'est probablement pas la priorité des priorités, encore que, on vient de se le dire. Pour les PME, y a-t-il une offre dédiée pour les PME, notamment pour les obligations 2023? Oui, en tout cas, c'est notre grand souhait. Et de toute façon, ce qu'on vient de se dire, c'est que quand bien même les grands comptes, les ETI ou très grosses PME vont passer à ces processus-là, on est sur un processus qui, entre 2023 et 2025, va devenir obligatoire. Et du coup, bah évidemment, ça veut dire que si je vous envoie une facture, moi je suis une ETI et je vous envoie une facture, il va bien falloir que vous ayez la récupérer. Donc l'idée, c'est que oui, il va y avoir des offres. Nous-mêmes, je dirais, sans faire de mauvaises comparaisons, on est déjà en train de développer sur des hypothèses. Pour jamais être en retard. Donc on développe déjà des différents scénarios et oui, on prévoit évidemment cela. Alors, on a une autre question de Daniel Aliman. D'un client, a priori, je comprends que SKR offre une solution qui peut intéresser les services achats. Cette suite offre-t-elle un module de contract management? Oui, tout à fait. Ça fait partie des modules qui sont développés. Aujourd'hui, je dois le reconnaître, c'est pas le module le plus ancien ou le plus mature, mais effectivement, il contient ce module-là pour justement gérer ces contrats, pour pouvoir réconcilier avec des contrats, pour pouvoir bien entendu s'assurer du renouvellement de ces contrats aux bonnes dates, avec anticipation, et puis bah, évidemment un archivage global de ces contrats. Alors, une question de Samuel Nkouti. que j'ai déjà croisé à plusieurs reprises. Oui, je pense qu'il faut lire les questions parce que tout le monde ne les voit pas. Hein, d'accord. Est-ce que votre solution est-elle adaptable à tout type d'environnement ERP? Nécessite-t-il des travaux préalables pour une bonne faisabilité? Alors, je dirais sur les ERP du marché, il y a peu de doutes. SKR est intégré, certifié, SAP, Microsoft, Oracle, Sage, Cegid, et on va dire les gros du marché. Après, vous donner une réponse unique serait évidemment mentir. Vous savez tous qu'on fait des développements spécifiques aussi dans les ERP. Donc, ça nécessite souvent de bien valider qu'on est dans des modes très standards, qu'on est dans des modes où il y a eu des développements spécifiques, mais sur lesquels SKR peut
s'intégrer facilement. Donc, je dis toujours qu'il y a effectivement une étude préalable à avoir. Bon, c'est notre expertise. Hein. Le premier métier d'Esker avant les années 2000, c'était des émulateurs de terminaux AS400, de l'intégration applicative. Soyez sans crainte. Généralement, on n'est jamais bloqué finalement par l'environnement technique. Alors, je dis jamais. Personne ne peut dire jamais, mais dans la plupart des cas, on n'est pas bloqué par ça. Très bien. Eh bien, écoutez, pour respecter les horaires, mon cher Thomas, merci de cet échange et de cette présentation très complète. Je vous en prie. Mon mot de conclusion, Jérôme, vous me le proposiez, c'est qu'il faut réfléchir à digitaliser ces processus. Certes, la période un peu inédite qu'on vient d'avoir a mis en lumière cette nécessité. Mais plus que cela, il y a beaucoup de gains dans votre productivité, dans la transparence et la visibilité que vous pouvez avoir en interne ou avec vos clients et fournisseurs. Et aujourd'hui, c'est plus une question vraiment à se poser. Si vous souhaitez avoir vraiment plus d'infos ou rentrer en contact avec Esker, le plus simple, c'est peut-être d'aller naviguer sur notre site web. Esker, c'est E-S de Sophie KER. Et puis, on sera ravis de pouvoir vous aider à mener cette étude. Merci Thomas. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire qui est le premier webinaire partenaire. Nous allons en avoir d'autres dans les prochaines semaines sur diverses solutions qui sont des solutions de paiement, des solutions des grands assureurs crédit. Enfin, il y aura beaucoup d'échanges sur un certain nombre de solutions avec nos partenaires. Donc, merci à tous d'y avoir participé. À très bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.